Bonjour, historienne et directrice de l'Institut d'histoire du temps présent, Melika Rahal est l'invitée d'El Moudjahid aujourd'hui au rendez-vous du SILA. Marhaba bik, madame. Allah يسلمك. Euh, Aujourd'hui, madame, nous allons parler de votre livre « Mille histoires dirait la mienne ». Ce livre-là mêle parcours personnel et réflexion sur votre métier. Comment est née l'idée même de ce texte? Alors l'idée, elle est liée à un moment particulier du parcours de chercheurs et d'historiens. Il y a un moment qu'on appelle l'habilitation à diriger des recherches où on nous demande un peu de faire un petit retour sur nos productions, de revenir sur les articles et les livres. Et moi, j'avais pas très envie juste de résumer. Et du coup, j'ai pris une option qui existe dans ce genre de situation, qui est peut-être de devenir un peu comme un historien de soi-même. Au lieu d'étudier d'autres personnes, d'autres sujets, d'autres périodes, on se dit, bon, bah, si j'étais un historien et que je regardais mon propre parcours, qu'est-ce que j'aurais à en dire? Et j'ai essayé de faire ça. Si on dit aussi un peu la vérité, il faut dire également que j'ai beaucoup lu de biographies ou d'autobiographies par le passé, que c'est un genre que je trouve particulièrement riche pour les historiens, pour apprendre sur une période ou sur des événements, et que d'une certaine façon, c'est un genre d'autobiographie aussi que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est-à-dire revenir pas tellement sur moi, ma vie et ma personne, mais en tout cas les périodes par lesquelles j'ai vécu, parce qu'il arrive à un âge où on est suffisamment âgé pour se dire tiens, le monde que j'ai connu dans mon enfance, il n'est plus le même aujourd'hui, et les enfants d'aujourd'hui, ils ne se rappellent pas, ils ne savent pas comment c'était les années 70 et ce que ça voulait dire d'être une enfant de l'émigration algérienne qui grandit en France dans les années 70 ou les années 80. Donc, quelque part, il y a la transmission qui vous a poussé à faire cette démarche, mais aussi pour vous, je ne sais pas, vous cherchez. Est-ce que vous avez appris quelque chose sur vous que vous ne connaissiez pas en faisant ce travail? Disons que j'ai rassemblé finalement des choses accumulées ou des réflexions accumulées au fil des années, et c'est sûr qu'il y avait une dimension de transmission. Il y a plusieurs chapitres du livre qui sont par exemple consacrés à qu'est-ce que ça veut dire d'être un historien qui mène une enquête. Qu'est-ce que ça veut dire de mener des entretiens d'histoire orale? Tous les historiens ne font pas de l'histoire orale, mais quand on travaille sur les périodes suffisamment récentes, on a la possibilité de rencontrer des témoins, de s'asseoir avec eux, de discuter, de poser un magnétophone, de les entendre raconter des histoires. Des fois, ça marche bien, des fois, c'est formidable, des fois, ça marche pas du tout, des fois, c'est raté pour des raisons qu'on n'a pas du tout prévues. On n'a pas imaginé. Je me rappelle d'un entretien dont je parle dans le livre où je suis allée à Ndroma et je voulais rencontrer des anciens d'un parti nationaliste, l'UDMA de Farhat Abbas, et j'avais pas prévu qu'au lieu de les rencontrer un par un, les gens qui m'aidaient à organiser ces entretiens, ils allaient les rassembler tous ensemble. Et le hassoul, c'est que bien sûr, quand ils ont été tous ensemble, ils se sont mis à se parler entre eux. Being at home, et moi j'étais perdue en fait, je ne pouvais pas suivre toutes les discussions, l'enregistreur il ne pouvait pas tout enregistrer, et ça a été une très agréable catastrophe. Donc je voulais aussi montrer à la fois aux gens qui peut-être font des études et pourraient vouloir faire de l'histoire, mais aussi au grand public, qu'est-ce que ça veut dire être un historien dans le quotidien, pas seulement on écrit de gros livres et on est très savant sur le passé, mais aussi il nous arrive des choses passionnantes, on mène des enquêtes, on rate des choses, on en réussit d'autres, et des fois on est très fiers et très heureux de certaines des rencontres qu'on arrive à organiser. Exactement. Justement, vous nous parlez donc de votre pratique qui repose énormément sur l'histoire orale. Pourquoi cette approche est-elle centrale dans votre travail? Moi, j'étais fabriquée comme ça. Quand ils ont serré les fils, ils ont prévu que j'allais aimer parler aux gens. En tout cas, la partie j'adore les archives, j'adore aller dans les archives et trouver de vieux documents.
Mais l'idée qu'il y a des gens qui peuvent se souvenir encore de ce que je cherche dans les archives et que je ne vais pas aller leur poser des questions, elle me paraît absurde. Pour moi, c'est extrêmement tentant de me dire je vais aller vérifier ce que je lis dans les archives. Alors, des archives, ça va être par exemple pour l'époque coloniale, ça va être la police française qui surveille des réunions, qui dit dans tel café, les nationalistes se retrouvent, où il y a un club de sport, où il y a des jeunes filles et ils ont une activité politique. Et bien là, on a la possibilité d'aller chercher les gens qui ont eux-mêmes été les jeunes gens dans le club sportif ou les hommes militants qui se retrouvaient au café pour leur poser les questions et confronter les deux sources. Confronter la source policière ou la source coloniale, l'archive écrite aussi, même si elle n'est pas coloniale, avec l'archive orale. Et les deux se renforcent. C'est-à-dire, quand vous rencontrez les gens, vous découvrez que l'archive ne vous raconte pas tout. Je vais vous donner encore un exemple qui vient de ce même voyage dans l'ouest algérien. J'avais trouvé un rapport qui racontait comment Jam'iyat al-Ulama essayait de se développer dans l'ouest algérien et il y avait des conflits autour de la question des bracelets de prière et du fait de faire ces prières. Jam'iyat al-Ulama disait Bida'a, il faut supprimer cette pratique ancienne, et on avait d'autres personnes qui au contraire disaient il faut ça fait partie de nous, il faut les conserver. Et l'administrateur colonial racontait comment dans le village même il y avait un partisan de Jam'iyat al-Ulama qui avait fait circuler un âne avec un chapelet autour du cou pour ridiculiser cette pratique. Moi j'avais le rapport. Et je parlais de ça avec quelqu'un que j'ai rencontré à Androma, qui m'a dit « mais je me souviens de cet homme. Je me souviens de cet homme qui avait fait circuler l'âne avec le chapelet autour du cou. » Il dit « mais tu sais pas, c'est que le lendemain, il est tombé très gravement malade. » Et donc en fait, le rapport de police ou le rapport de l'administrateur, lui, racontait une chose, mais pour les habitants d'Androma ou de tout autre village en Algérie, l'histoire, elle a une suite, elle a une autre facette et les gens se la racontent différemment. C'est pas tout vrai ou tout faux, mais moi je trouvais ça vraiment très très intéressant que Androma, les gens considèrent que cette pratique, elle avait amené à ce que l'homme soit en quelque sorte puni par une puissance supérieure. En tout cas, un affront. Voilà, c'était un affront et en tout cas, je trouvais ça très intéressant de retrouver la même anecdote racontée de deux points de vue extrêmement différents, avec des gens qui pouvaient me dire c'est un vendeur de journaux, voilà le kiosque où il vendait ses journaux, et rajouter des détails. Et l'inverse est vrai aussi. Il m'est arrivé de rencontrer des personnes qui me disaient non, je ne me souviens pas très bien, j'ai oublié tout ça. Et je leur donnais certains détails que j'avais trouvés dans les archives, par exemple les noms de famille. Et le fait de leur donner les noms, ça stimulait leur mémoire. Plus je leur donnais d'informations, plus eux, ils étaient capables de retrouver dans leur mémoire. Et entre eux ensuite, de se dire « Ah, mais tu te souviens, mais oui, un tel, c'était lui qui… » Et tout le travail de mémoire, il était favorisé par les informations qui venaient des archives. Donc les deux se renforcent et ça nous permet d'apprendre des choses incroyables. Oui, mais avoir des archives, ce n'est pas facile. Comment ? Obtenir les archives. Non, ce n'est jamais facile. Alors, ce n'est pas toujours facile en France. Les archives coloniales sont très nombreuses. Elles ne sont même pas toutes inventoriées. Ça veut dire qu'il y a des pans d'archives très importants où personne n'est rentré pour dire voilà le contenu de chacune des boîtes. Il y a des grandes bagarres à mener pour obtenir l'accès à toutes les archives coloniales. On a aussi des problèmes parce que, par exemple, dans le cas des archives militaires, il arrive que certains militaires, par exemple les parachutistes qui étaient stationnés à Alger en 1957, on sait que Sarqohom, quand ils sont partis à la retraite ou quand ils sont rentrés en France, ils ont pris des archives étatiques et ils les ont privatisées. Elles sont désormais chez les uns ou chez les autres et on n'y a pas accès. Et puis elles sont aussi pas toujours accessibles en Algérie même,
Les démarches sont parfois longues et difficiles, et on a toute une richesse d'archives où on aimerait beaucoup que les jeunes historiens, que les gens qui écrivent des thèses, les gens qui écrivent des mémoires de master, qu'ils puissent aussi avoir accès à toute la richesse d'archives que nous avons pour nous permettre de mieux connaître le contenu de notre propre documentation. Dans vos recherches, vous mettez souvent en tension mémoire, politique et histoire. Comment garder la distance nécessaire? Alors tout ça, c'est des choses qui sont liées les unes aux autres. D'abord, on est des historiens, ça veut dire on essaye d'être les plus rigoureux possible dans nos approches. On a des méthodes, on essaye de ne jamais croire aveuglément un document. Que ce soit d'ailleurs un document d'archives ou quelque chose que quelqu'un nous raconte, on se rappelle toujours que la personne, elle peut avoir oublié, que la personne, elle peut avoir déformé, même de façon très très involontaire. Une personne qui est témoin, elle ne se souvient pas très exactement de tous les détails de ce qui lui est arrivé il y a 50 ans ou il y a 70 ans. C'est vraiment, il faut être à la fois bienveillant et critique par rapport à ce que des personnes nous racontent, mais de la même façon, on doit aussi penser à nous, pourquoi on est intéressé spécialement par certains sujets, pourquoi on est passionné par certains sujets, et ce qui fait dans nos vies qu'on peut ne pas voir la totalité d'un sujet. C'est possible par exemple que ça soit qu'il y ait des modes, qu'il y ait des questions qui soient des questions particulièrement exploitées à une génération, mais dans 10 ans, elles ne vont plus intéresser personne. Par exemple, une question aujourd'hui très à la mode, ça va être la question environnementale. Et ça va développer beaucoup de livres très intéressants sur ce sujet, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit abandonner des sujets qui étaient à la mode il y a 20 ans ou 30 ans. On n'a pas à suivre aveuglément des modes de réflexion. Et puis on a pensé aussi ce que nous, on est capable d'imaginer comme sujet et ce qu'on n'est pas capable d'imaginer. C'est-à-dire il y a des choses, naturellement, on sait poser certaines questions et d'autres, on ne sait pas les poser. Peut-être qu'on a des limitations linguistiques. Moi, je ne suis pas une très bonne... J'ai grandi en France, je suis née en France, je ne suis pas une très bonne... J'ai étudié l'arabe et j'étudie encore l'arabe et je m'améliore beaucoup, mais je ne parlerai jamais aussi bien l'arabe que quelqu'un qui est né et qui a grandi ici. Et je dois me souvenir de cette limite pour ne pas préjuger, pour avoir la modestie de toujours demander à des gens qui sont plus savants que moi s'ils peuvent m'aider là où peut-être je suis moins forte, et puis pour laisser certains sujets à des gens qui sont plus forts que moi. Une des choses que je trouve intéressante de réfléchir, c'est le rapport homme-femme. Quand on fait de l'histoire orale, c'est un rapport qui change un peu les choses avec les témoins. Ça peut être, c'est pas toujours vrai, mais ça peut être plus difficile pour des femmes de rentrer dans des milieux d'hommes et pour des hommes de rentrer dans des milieux de femmes. C'est pas du tout toujours vrai. J'ai un étudiant, par exemple, qui travaille sur l'emprisonnement des femmes au Maroc, et il a une capacité à parler avec douceur et bienveillance à des femmes qui ont subi de la violence qui est rare en fait. Il y a même peu d'historiennes qui savent le faire aussi bien que lui. Mais quand même, ça joue. Et puis, ça joue la question de la génération. Moi, quand j'étais très jeune et que j'interviewais des messieurs plus âgés, je trouvais ça très dur de leur poser certaines questions, mais jusqu'à maintenant, qui seraient peut-être plus faciles pour des collègues hommes, des questions sur leur vie amoureuse, sur les relations hommes-femmes. Et souvent, ils me traitaient comme leur petite fille. Alors c'est très agréable, ça crée de l'intimité et moi ça me permet de leur poser des questions. Mais si vous êtes la petite fille de quelqu'un, vous ne lui posez pas toutes les questions. Je vous vois sourire, vous voyez bien qu'il y a des choses dont vous ne parlez pas avec votre grand-père ou avec votre père. Oui. Maintenant je suis plus âgée, donc la différence d'âge elle n'est pas la même. Et ça ferme certaines portes ou ça rend certaines choses plus difficiles, mais ça ouvre aussi d'autres portes. Ce qu'on est, ça permet des choses et il faut savoir se servir au mieux
de ce qu'on est à un moment donné, sociologiquement, familialement, d'un point de vue de langue aussi. On a des flèches dans notre jabba, on a des armes qui sont les nôtres en fonction de ce qu'on est. Il faut les connaître et il faut les utiliser au mieux. En fait, ce n'est pas facile, hein, donc de faire ce travail oral. Apparemment, il faut vraiment avoir les bons réflexes, Oui, mais là, j'en parle, j'ai plus de 50 ans, j'en parle, j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup raté aussi. Enfin, il y a vraiment eu, et c'est ce qu'il faut que les jeunes historiens aient en tête, c'est que quand on arrive et qu'on leur explique ce qu'on a appris avec des années d'expérience, ça a l'air d'être un grand savoir-faire, et je pense que c'est vrai, c'est un savoir-faire, mais on a beaucoup raté, on a beaucoup fait des entretiens qui n'étaient pas très réussis, on a fâché des gens parce qu'on leur a posé les mauvaises questions au mauvais moment, on a eu des entretiens où les gens ils nous ont dit oui, après ils sont jamais venus, enfin, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de bricolage aussi dans ce métier pour arriver à quelques vraies bonnes réussites. Et puis, on apprend constamment. Moi, j'ai des étudiants aujourd'hui, ils reviennent d'entretien et ils me disent « Ah, j'ai réussi à faire ça, voilà comment j'ai réglé ce problème. » Et je me dis « En fait, c'est une bonne solution. J'avais jamais pensé à faire comme ça. » Ils m'apprennent des choses encore aujourd'hui. Euh, d'accord. Maintenant, si on revient à notre côté, vous revendiquez un anticolonialisme de principe. Comment conciliez-vous cette position éthique et la rigueur du travail savant? Alors, j'ai aucun mal à concilier les deux. Moi, j'ai donc grandi en France et j'ai étudié et j'ai été formée dans des laboratoires où les gens étaient des historiens de la Seconde Guerre mondiale. Et ben, ils étaient tous anti-nazis. Et ça ne posait pas de grands problèmes, en fait, dans leur pratique d'historien que d'être très clair sur la question du fascisme et être très rigoureux dans leurs études d'histoire. Et bien de la même façon, moi je suis voilà, très farouchement anti-colonialiste et ça ne me pose pas de problème dans mon métier d'historienne que de travailler sur ces questions coloniales, y compris d'en révéler toute la complexité, toutes les multiples dimensions, de toujours montrer que les choses elles sont plus complexes que ce que l'on croit. Je travaille et je vis dans un pays où cet engagement anticolonialiste, il nous est constamment reproché. C'est particulièrement fort depuis 2 ans et depuis le début de la guerre de Gaza. On a été beaucoup poursuivis, criminalisés pour des propos anticolonialistes. On a beaucoup fait le rapprochement entre anticolonialisme et antisémitisme. Ça me paraît une malhonnêteté intellectuelle et un gros enjeu politique qui existe actuellement en France. Il va de soi que l'on peut avoir des principes qui sont des principes politiques forts et produire de la recherche de qualité. Il m'arrive aussi de lire des ouvrages avec beaucoup d'intérêt, des ouvrages écrits par des gens avec lesquels je suis en désaccord politique, mais qui vont quand même m'apprendre quelque chose. Voilà. Après, je fais partie des gens qui considèrent qu'être anticolonialiste, c'est la moindre des choses. C'est comme être anti-nazi, ça devrait être naturel. Ça n'est pas le cas en Europe, ça n'est pas le cas aux États-Unis, je le regrette. Mais voilà, ça c'est une des choses qui pour moi est particulièrement importante dans l'ancrage algérien, c'est que c'est bien dans le monde de se rappeler qu'il y a des pays où l'anticolonialisme est une chose considérée par tous comme normale, un principe de base, lié à notre histoire, à l'histoire de nos parents, de nos grands-parents, mais lié aussi à la position du pays dans le monde et à la façon dont on conçoit le monde. Voilà, pour moi, ça me paraît, je sais pas, essentiel et quelque chose qui rend le monde meilleur. Naturel, quoi. C'est une chose naturelle en Algérie. Madame Melika, votre ouvrage traverse aussi votre propre histoire familiale.
entre Algérie et France. Pourquoi cette dimension intime est-elle importante à inclure ou a été importante à inclure? Alors, elle était importante parce que je pense que quand on cherche dans ce genre d'ouvrage, on cherche beaucoup comment on est devenu historien, quand est-ce qu'on est devenu historien. Et donc, c'était intéressant de revenir sur des épisodes de l'enfance pour voir quand est-ce que, par exemple, on apprend qu'il y a des versions différentes d'une même histoire, qu'une même histoire, elle va être racontée par les mêmes personnes de façon différente selon les moments et selon les années. Je trouvais ça intéressant de voir que dans ma famille algérienne, il y a des épisodes dont je me souviens très bien d'avoir entendu des versions racontées par exemple par mes oncles et tantes ou racontées par mes grands-parents, et que tous ne racontaient pas la même version de l'histoire. Est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué? Bah oui, par exemple, pour moi, c'était très important quand j'étais enfant de savoir que l'un de mes oncles, comme beaucoup de familles algériennes, il y a dans ma famille un oncle qui a été martyr pendant la guerre d'indépendance. Quand j'étais très petite, on ne parlait pas beaucoup de lui. Et ça n'est qu'en grandissant que vraiment je me suis aperçue qu'il existait, que je voulais en savoir plus, que j'ai commencé à poser des questions. Et j'ai une bonne mémoire des histoires qu'on me raconte. Donc j'ai retenu les histoires racontées par mon père, puis racontées à mesure que je grandissais par mes oncles et par mes tantes. Et puis quand j'ai commencé à devenir historienne, j'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas, mais qui me disait, moi, j'ai connu ton oncle. Et il me racontait encore une autre histoire. Et du coup, il y a un chapitre dans le livre où j'essaie de brosser un portrait de mon oncle à travers ces histoires successives qui ne disent pas beaucoup de choses de lui, parce que finalement, il reste peu de choses de quelqu'un qui meurt très jeune, qui s'engage à 20 ans et qui meurt très jeune dans les maquis de Gigel, où il était responsable de la radio de la Wilaya 2. Mais voilà, c'est ça qu'on peut faire quand on est historien. On peut rassembler ce genre d'histoire et essayer de montrer que personne ne ment. Chacun a retenu certains éléments de l'histoire, et en les mettant ensemble, qu'est-ce que peut faire l'historien pour essayer de reconstituer au mieux quelqu'un qui a disparu pendant la guerre d'indépendance. Et vous le faites pour plusieurs personnes, justement. Où en êtes-vous avec votre projet de 1000 autres sur les disparus de la bataille d'Alger? Alors ça, c'est un projet que je mène avec mon collègue Fabrice Risseputi, et je dis je le mène avec lui, mais en fait on le mène avec beaucoup de personnes. C'est un projet qui porte sur les personnes qui ont été kidnappées par l'armée française en 1957 à Alger. Et c'est un projet collaboratif, c'est-à-dire qu'il a un site internet, 1000autres.org, sur lequel on a créé une page, une notice pour chaque personne dont on a retrouvé le nom et quelques informations. Et on a fait un appel à témoins, on a rencontré des familles de personnes qui avaient été enlevées en 1957. Elles nous ont elles-mêmes donné des documents, elles nous ont donné des photographies, elles nous ont raconté des histoires. Et puis on essaye d'injecter cet ensemble documentaire sur le site pour le rendre plus riche, dans l'espoir que encore d'autres personnes continuent de nous contacter. Donc si vous avez des proches qui ont été enlevés par les parachutistes, soit ils ont disparu définitivement, mais même s'ils sont revenus au bout de quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, et ben cette histoire, elle nous intéresse. C'est département d'Alger pendant l'année 1957. Et on a continué à travailler en essayant de rassembler le maximum de sources sur chacune de ces personnes. Pourquoi c'est difficile? Parce que à la période coloniale, l'armée avait la capacité de faire disparaître des gens, de les torturer, de les tuer, sans faire ce qui serait le minimum si elle avait par exemple enlevé une personne française. Quand elle enlève des personnes françaises ou européennes, elle crée du document, elle crée du dossier, elle crée de la fiche, il y a beaucoup plus d'archives. Quand c'est des Algériens, l'impunité était beaucoup plus grande, et donc ces personnes, elles laissent moins de traces dans les archives. Et parce qu'elles laissent moins de traces, alors le témoignage des familles, il est beaucoup plus important.
On a eu des rencontres qui ont été des rencontres incroyables avec des sœurs de disparus, avec des enfants de disparus. Quelquefois, les enfants sont allés eux-mêmes sans que nous, on soit présents. Ils sont allés poser des questions à leur maman et ils nous ont rapporté les réponses. Et on a rencontré aussi des gens qui avaient survécu, des gens, des hommes et des femmes. Je me rappelle très bien d'une dame que moi, dans ma tête, j'appelle Khalti Baya, qui a été enlevée à plusieurs reprises par les parachutistes français en 1957 et qui m'a raconté tout ça avec, je ne sais pas comment dire, avec à la fois énormément d'émotions, mais aussi avec une forme d'humour et de légèreté qui était, je pense, une forme de politesse. C'est une façon aussi de ne pas faire peser la dureté de ce qu'elle avait vécu. On s'est rencontrés 2 fois et j'ai un souvenir vraiment lumineux de ces entretiens. Donc ça, c'est un projet qui est encore en cours, pour lequel on voudrait faire un documentaire. Voilà, on a cherché avec un producteur ici en Algérie des financements, ça n'a pas fonctionné, mais on continue de chercher. Il y a encore suffisamment de témoins pour que un beau documentaire, ça soit vraiment quelque chose qui soit possible de faire. Et puis on va écrire un livre parce que voilà, un des témoins m'avait dit faites-nous quelque chose d'écrit, dites-nous, mettez-moi ça par écrit pour que j'ai la preuve. Je lui ai dit mais كلش في السيت عندنا الموقع الإلكتروني كل معلومة في السيت. قال لي C'est pas comme un livre. Non. Le livre, ça reste. Le livre, c'est ça qui va rester. C'est une personne âgée aujourd'hui. C'était le jeune frère originaire de l'Qasba, dont le frère avait été enlevé. Et lui, il me dit non, un livre, c'est haja ukhra, yani haja laha qima. Voilà. Donc on va faire ce que les gens nous ont, d'une certaine façon, ce que les gens ont souhaité aussi. Beaucoup de personnes ont considéré le site presque comme une forme de mémorial pour les disparus, comme un monument, comme un hommage aux disparus. Mais voilà, on voudrait aussi qu'il y ait un livre et puis j'espère vraiment un film documentaire. Il vous reste beaucoup à faire avec avec ce site, le projet des 1000.org. Alors, il y a du travail qui est du travail technique. Il y a du travail qui consiste à souvent les fiches parce qu'on n'avait pas beaucoup de... Enfin, un projet d'histoire, c'est aussi, il faut avoir des moyens, il faut avoir de l'argent, il faut pouvoir rémunérer des gens pour faire une partie du travail. Nous, on n'avait pas cet argent. Vous avez collecté énormément Ah oui, de on a, je crois, 1500 fiches sur le site et on a plusieurs dizaines de témoignages. On a des milliers et des milliers de documents d'archives qu'on a pu trouver. Donc, on est en train de travailler sur le site avec l'aide notamment de 2 doctorantes, Laura Orban et Riham Fahim. Elles nous aident à faire ce travail de saisie. Moi, j'y ai consacré plusieurs mois cet été. Fabrice Risseputi a consacré aussi plusieurs mois, mais on manque de force en fait pour le faire. Et puis une fois qu'on aura l'ensemble de ces éléments sur le site, on pourra commencer à rédiger la synthèse de ce qu'on a trouvé. D'accord. Donc, bon, on arrive à la fin de cette rencontre. Ma dernière question, c'est que souhaitez-vous que les lecteurs retiennent de 1000 histoires, dirait la mienne? Que faire de l'histoire n'est pas une discipline poussiéreuse. Je sais que c'est une discipline parmi les étudiants aujourd'hui. Elle n'attire pas forcément beaucoup et elle n'a pas une très bonne presse parmi les étudiants. Je voudrais rappeler à ceux d'entre eux qui ne le savent pas déjà, il y en a plein qui le savent déjà, mais c'est l'occasion de le redire, à quel point en fait faire une enquête d'histoire, c'est une aventure. C'est pas du travail poussiéreux, c'est pas que lire des vieux livres. C'est bien sûr lire des vieux livres et des vieilles archives, mais c'est aussi rencontrer des gens. Ça n'est pas que avoir de la connaissance précise, mais c'est aussi poser des bonnes questions. C'est être aventureux parce qu'il faut être têtu. On dit souvent, hein, Rosna, parce que souvent on ne trouve pas les archives, on voulait les archives,
enfin on nous apporte la boîte, on ouvre la boîte. Et finalement, c'est pas ça. Ça ne nous dit pas ce qu'on voulait, il n'y a pas les réponses à nos questions. Mais Alice, soit on continue à chercher, soit on découvre que ces archives, elles nous racontent autre chose. Et peut-être il y a une autre question qu'on peut leur poser. Et puis, il faut être têtu, il faut aller, retourner, revenir, trouver les gens, reposer des questions, les rencontrer plusieurs fois. Souvent, la première fois, ils ne vous disent pas tout, donc vous retournez une seconde fois, vous buvez du thé, vous buvez du café. Et au détour du 14e thé ou du 14e café, ils ont confiance en vous parce que vous êtes revenu et ils vous racontent des choses nouvelles. Donc, ce n'est pas que une histoire d'idéologie ou de pensée rigide et rigoureuse. C'est aussi des aventures de pensée pour faire émerger des histoires qu'on ne connaissait pas auparavant. Et il y a quelque chose de vraiment passionnant pour de jeunes étudiants qui veulent se lancer dans cette aventure. C'est vraiment, voilà, je leur dis bienvenue et je leur souhaite beaucoup de joie en fait avec ce métier. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre invitation. Allah yatak saha. Allah يسلمك. À très bientôt, une autre fois, Inch'Allah. Merci. J'espère.